Alors aujourd'hui, c'est un épisode exceptionnel avec Claude Cara. On va parler de fromage belge et de tous ses dérivés. Bonjour à toutes et à toutes, c'est Marc, Parler Cuisine, le podcast qui vous aide à mieux cuisiner. On est aujourd'hui en présence de Guy, comme d'habitude, qu'on ne présente Bonjour. plus, et de Claude Cara, qui est le podcasteur qui fait le podcast des Amis de la Fête de la Gastronomie et qui a écrit un super livre, Je cuisine un jour bleu. Bonjour Claude. Bonjour Marc, bonjour Guy, bonjour à tous. Bonjour Merci. Claude. Merci de revenir dans cet épisode parce que tu as déjà, enfin dans ces podcasts parce que tu as déjà été invité il y a bien longtemps. C'était à l'occasion de la présentation de ton livre. Oui. Et depuis, je dois dire que on ne se lasse pas. Tu es venu C'est un plaisir. Voilà, tu nous as honoré de ta présence pendant les lives qu'on fait en direct sur Facebook, sur la page de Parler Cuisine, le podcast, qu'on a fait, ces lives qu'on a fait tous les jours pendant la durée du confinement, parce que bon, les gens se retrouvent à cuisiner eux-mêmes. Et donc, dans les discussions, tu avais marqué un grand intérêt pour la cuisine belge et tu as demandé à Guy de nous entretenir. Donc voilà, on va faire un épisode sur un aspect bien précis de la cuisine belge et vous aviez retenu les fromages. C'est bien ça, Guy? Oui, on a retenu les fromages parce que l'autre option, c'était les plats et les produits emblématiques de la cuisine belge. Bon, il y a évidemment beaucoup de choses à en dire. Alors je me disais, non, je ne vais pas faire ce sujet-là parce qu'il est quand même un peu long à préparer. Puis je me suis quand même rendu compte qu'en proposant de parler des fromages, ce n'était pas plus court. Donc Oui, j'imagine. finalement, il faut parler des fromages. Et j'ai envie de débuter de la manière suivante, à moins que vous n'ayez envie de parler d'autre chose juste avant, Marc. C'est de... Oui. Je voulais juste préciser, donc nous sommes en direct sur Facebook, on est le 3 mai, c'est dimanche, les gens ont bien mangé, ils viennent nous écouter. Donc cet épisode, c'est une première pour nous, c'est avec un invité enregistré en direct et en plus, il va être diffusé sur deux podcasts en même temps. C'est un épisode commun. Donc finalement, merci à toi Claude de nous recevoir dans ton podcast aussi. Je vous remercie de cette collaboration. Vraiment, c'est incroyable et c'est très plaisant. Et donc finalement, l'invité d'honneur ici, ça va être Guy parce que c'est lui qui a les choses les Eh plus oui, intéressantes à Bah, dire. je ne sais pas, disons que je suis souvent l'invité d'honneur finalement dans le podcast. Parce que tu donnes beaucoup. Je donne beaucoup, voilà. Alors, je vais vous demander d'abord, pour commencer, pour Claude, c'est sûrement facile, pour Marc, ça l'est peut-être un petit peu plus, mais c'est de faire un petit voyage dans le temps et je vais vous aider à faire ce petit voyage pour que vous vous rendiez compte d'où on vient en fait de fromage en Belgique. Alors, il a toujours existé des fromages en Belgique, je dirais depuis qu'on a des vaches, qu'on fait du lait, qu'on a des chèvres, bien que les chèvres ne soient pas vraiment, je dirais, très propres à la Belgique. Mais je veux dire par là que la chèvre n'était pas un animal qui était élevé, si ce n'est au niveau tout à fait local par les gens qui avaient une chèvre, tout simplement pour avoir du lait chez eux. Et les fromages en Belgique, eh bien, jusqu'il y a en gros une cinquantaine d'années, il n'y en avait pas énormément. Alors intellectuellement, qu'est-ce qu'il y avait, si on se remémore et qu'on est capable de le faire, dans un magasin de village, hein, je ne parle pas évidemment d'une ville, je ne parle pas d'une crèmerie ou d'une fromagerie, je dirais dédiée à la vente exclusive des fromages, je parle de l'épicerie locale dans un village de quelques centaines, hein, ou de 1000 ou 2000 habitants. Alors qu'est-ce qu'on trouvait? Alors on trouvait un premier fromage qui servait à beaucoup de choses et qui servait surtout de repas. Alors j'explique pourquoi. Parce qu'en Belgique, contrairement à la France, le petit déjeuner a toujours été un petit déjeuner mixte. C'est-à-dire qu'il y avait bien sûr du pain, de la confiture, du beurre, bon, café, lait, sucre, tout ce qu'on veut, mais il y avait déjà du salé. Hein, on n'a pas attendu les voyages, le club méditerranéen ou le fait d'aller dans les pays anglo-saxons ou en Allemagne. Il y avait toujours du fromage. Alors quel était le fromage préféré des Belges pour ce qui est soit du petit déjeuner, soit du goûter, pardon, mais c'était le gouda. Alors le gouda, on le trouvait sous plusieurs formes, hein. On le trouvait sous forme de gouda originel, c'est-à-dire un fromage qui vient donc des Pays-Bas, de Hollande précisément, et qui se présente sous forme d'une meule de plusieurs kilos, meule jaune généralement parce que paraffinée. Mais on trouvait également du gouda belge, parce que les Belges n'ont jamais eu peur de faire des copies des fromages qui avaient du succès. Donc, il y avait toujours du gouda hollandais ou du gouda belge. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que le gouda est un fromage à pâte demi-dure non cuite, ce qui veut dire
qu'il est relativement facile à couper, qu'il est relativement tendre. On peut y faire de grandes tranches, on peut le couper, je dirais aussi bien avec un coupe-fromage qu'avec une trancheuse électrique. Mais c'est un fromage qui, lorsqu'on le laisse vieillir, peut devenir extrêmement dur. On a comme ça des goudas mi-affinés et des goudas qui sont fortement affinés, qui deviennent cassants. Ils changent de couleur, ils deviennent orange foncé. Certains deviennent même bruns quand on les laisse vieillir suffisamment. Et à ce moment-là, il n'est plus question de les couper en tranches, on doit les couper, je dirais, en morceaux, en éclats et les consommer comme tels. Mais Ben, le Belge n'a jamais consommé le gouda de cette manière-là, hein. On le oui, consommait toujours jeune. à ce sujet, j'ai justement une Oui. anecdote parce que dans ma jeunesse, après que j'ai terminé mes études secondaires, donc c'est l'équivalent du bac en France, je suis parti faire une saison d'hiver en Haute-Savoie, non, en Savoie, c'est là, à Val d'Isère, dans une station de ski. Et je travaillais dans un supermarché et je voulais me faire des croque-monsieur. Je voyais qu'ils avaient du gouda dans le rayon à la découpe. Et la préposée m'avait fait des grands yeux quand j'ai demandé de le couper en tranches parce qu'apparemment là-bas, ils le coupent en blocs, en morceaux. Et les Français n'ont pas l'habitude de manger ce Du divin fromage fromage. en tranches comme Du ça, gouda, oui. non, ils ne le mangent pas en tranches, apparemment. Voilà. Voilà. Alors, donc, le gouda était consommé au petit déjeuner, mais également au goûter, parce que le goûter est resté, peut-être plus qu'en France, je ne sais pas, est resté un repas important pendant de très nombreuses années. Et le goûter était un goûter, je dirais souvent un goûter salé aussi, où on pouvait manger du fromage. On pouvait éventuellement manger de la confiture, mais on mangeait également du fromage. Tandis qu'en France, je pense que le goûter très rapidement a été assimilé à une prise de quelque chose de sucré, hein, un Oui, café avec un petit oui, gâteau, avec un oui, cake, avec une brioche, etc. Et oui. chez nous, c'est toujours resté un repas très tartine. Alors, autre grande différence, vous m'entendez parler de tartine, c'est relativement récemment que le Belge a commencé à manger des pains de type baguette. On trouvait des baguettes déjà dans les années 60, mais elles n'étaient pas très bonnes. C'était des baguettes qui étaient réalisées avec une pâte spéciale qu'on appelle la pâte à pistolet. Alors, je vais directement en parler. Un pistolet, qu'est-ce que c'est? C'est un petit pain rond, très soufflé, comme ça, avec une croûte extrêmement craquante, hein, craquante mais lisse. Et alors, il est tellement soufflé qu'à l'intérieur, il y a une mie qui est extrêmement alvéolée et très légère. Alors que la baguette française, on a un pain qui est soufflé, mais qui a une mie un peu plus ferme, qui peut Oui. parfois être beige lorsque le pain est réalisé à partir de levain. Et je n'ai jamais aimé la baguette belge. Et alors, on a commencé à fabriquer de la baguette à la française, je dirais qu'il y a 20-25 ans. Et on est au point que, par exemple, j'ai travaillé dans une ville qui s'appelle Dinan et dont nous reparlerons aujourd'hui, qui n'est pas loin de la frontière française, qui n'est pas loin de Givet d'ailleurs. Eh bien, dans la boulangerie qui était en face de l'établissement où je travaillais, il y a un boulanger français qui venait livrer tous les jours des baguettes françaises, donc des baguettes réalisées en France avec des farines françaises, parce qu'on ne savait pas, enfin, on ne savait pas ou on n'arrivait pas à en fabriquer en Belgique, tout simplement. Oui, Donc mais ça, c'est comment on appelait à l'époque le pain, le baguette en Belgique? On appelait ah ça ben, du on pain appelait ça du français. pain français, hein, tout Voilà. simplement. On appelait ça du Donc, pain français, même quand la baguette était réellement fabriquée ici en Belgique, hein. On appelait ça un pain français. C'était de la baguette. voilà. Et Et alors, c'est comme c'était, ça qu'on oui, reconnaît un Belge en vacances en France. il Il va va dans demander une un pain boulangerie, français, il demande voilà. un pain français parce que c'est ce qu'il a l'habitude de demander ici, en Oui. Belgique. Alors, ces baguettes, elles étaient de très grandes dimensions, très longues et surtout aussi très larges. Tandis qu'en France, on trouve des baguettes beaucoup moins longues, avec un diamètre moindre, et on trouve des ficelles aussi, ce qui n'existe pas, enfin ce qui n'existait pas en tout cas à l'époque chez nous. Alors, donc je viens de parler du Gouda. Alors, un autre fromage qui avait beaucoup de succès, c'était ce qu'on appelait le boerenkaas, qui est en fait une pâte équivalente au Gouda, mais le fromage se présentait sous forme d'un bloc, un bloc parallélépipédique. Les tranches étaient beaucoup plus faciles à couper parce qu'on ne partait pas d'une meule ronde, bien entendu. Et on avait des tranches, je dirais, rectangulaires, mais presque carrées, attention. Et c'était la même pâte, c'était donc une pâte d'un fromage qui se consommait jeune, pâte demi-dure non cuite, qui était également paraffinée à l'extérieur. Et ce fromage était utilisé pour réaliser des croque-monsieur. Hein, pas que, Mhm. mais on en faisait des croque-monsieur parce que la forme était à peu près celle d'une tartine, d'un pain blanc carré tout à fait ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on trouvait à part ces fromages-là? Un autre fromage que je n'aimais pas beaucoup, c'était ce qu'on appelait du brie belge. Alors, il n'a quasiment rien à voir avec le brie français, bien entendu. C'était un fromage frais
qui était réalisé sous forme d'une espèce de gâteau qui faisait une trentaine de centimètres de diamètre, mais de 6-7 centimètres d'épaisseur. Donc c'était un fromage qui était réalisé à base d'un caillé qu'on faisait égoutter. Et puis après quelques temps, un jour ou deux, le caillé étant suffisamment, je dirais, affermi, on le retournait et on le vendait sous cette forme-là, sous forme de gâteau. Alors c'était un fromage qui n'avait pas énormément de goût. Bien sûr, il avait le goût qu'il devait avoir, mais il ne fallait pas y chercher une quelconque ressemblance avec un brie. La flore bactérienne qui aurait dû je dirais, des moisissures qui auraient dû se développer en surface étaient pour ainsi dire inexistantes. On le vendait en quartier, hein, et puis au poids bien entendu, à la découpe. On l'emportait chez soi et là, bon, ben, on l'écrasait sur son pain, sur sa tartine de pain beurré, quitte à rajouter un peu de sel, un peu de poivre, le manger avec des radis, des jeunes oignons. Donc c'était comme ça qu'on mangeait le brie belge, mais il n'était pas extrêmement intéressant. Alors il y avait par contre d'autres fromages qui étaient un peu plus intéressants et qu'on trouvait assez facilement. C'était ce qu'on appelait les fromages d'abbaye, hein. Alors les fromages d'abbaye, ça, ils ont une fabrication ancestrale qui maintenant est quand même beaucoup passée, je vais expliquer ça, donc passer à la fabrication dans des laiteries, bien sûr, modernes, qui quelquefois dépendent encore des moines, qui quelquefois ne dépendent absolument plus des moines. Mais à l'origine, c'était des fromages d'abbaye qui permettaient aux moines de mettre en, je dirais, en sécurité pour l'hiver les protéines du lait qu'ils récoltaient donc pendant l'été et qui faisaient évidemment un peu plus défaut en hiver. Alors il y avait un autre fromage, c'était un fromage rond qui portait le nom générique de Saint-Paulin et qui ressemblait finalement au fromage d'abbaye. Alors si je devais le comparer à un fromage qui existe encore actuellement, c'est le bouquet des moines. Si ce n'est que c'était un fromage qui était beaucoup plus gros, mais la pâte ressemblait à celle du bouquet des moines, donc une pâte relativement tendre. Mais le Saint-Paulin existe encore. Le Saint-Paulin existe encore, mais seulement ici, c'était un nom générique. On appelait chez nous Ah, Saint-Paulin tous les fromages qui ressemblaient, mais qui n'étaient pas forcément de la marque réelle du Saint-Paulin. oui. Hein, donc c'était, disons, une manière, on appelait bien le brie belge un brie qui n'en était pas un. Eh bien, les fromages de type fromage rond, d'un diamètre de entre 15 et 20 centimètres et d'une hauteur de 5-6 centimètres, on les appelait du Saint-Paulin, même quand ça n'en était pas. Et Oui. alors, même chose, on trouvait un autre fromage qui était un fromage qui était bien utile pour faire les gratins, c'était de l'Emmental, hein. Donc, on allait chez l'épicier et on lui demandait, voilà, je voudrais bien 500 grammes d'Emmental. On l'utilisait beaucoup, pourquoi? Parce que nous avons toujours été, surtout l'hiver, des grands adeptes des chicorées, donc du chicon au gratin, donc ce qu'on appelle l'endive de Bruxelles. Oui. Ça, c'est un plat que dans toutes les maisons en Belgique, on réalise au moins une fois par semaine pendant l'hiver, hein, Les tellement il chicons, est... carrément. On cuisine les chicons. Oui, Ah oui, on les cuisine, bien sûr. Ouais. bah oui. Hein, on les cuisine parce qu'on ne les mange pas qu'en salade, on les mange chauds. Et la manière dont on les apprécie, je crois, le plus, c'est sous forme d'endives au gratin, hein. Oui. Là, ça, Ah, c'est évident que dans toutes les maisons en Belgique, et je dois reconnaître que c'est un plat que j'adore, autant quand on est enfant, on n'aime pas trop les chicons parce que c'est un peu amer, autant quand on devient adulte, on en mangerait quasiment tous les jours pendant l'hiver, tellement on aime bien. Alors, il fallait pour ça, évidemment, du fromage qui allait servir à agrémenter la sauce, puisqu'on réalise une sauce mornée avec le jus de cuisson des chicons. Et il faut également remettre du fromage au-dessus du plat de chicon pour que ça gratine. Alors on disait, ben, je voudrais bien du gruyère. Alors que chacun sait maintenant que le gruyère est un fromage, je dirais bien sûr bien particulier, qui n'est pas de l'emmental. L'emmental, c'est une chose, le gruyère en est une autre, mais par, je dirais, erreur de langage, on appelait ça du gruyère, et tout le monde savait que c'était de l'emmental, donc le fromage de très grosse meule et à gros trous. Et alors, on ne prenait pas que de l'emmental suisse. Je dirais même que pour des raisons financières, il existe de l'emmental finlandais, et que souvent, c'était de l'emmental finlandais ou éventuellement français qui était moulu et qui était donc vendu. c'est pas ce qu'on appelle le Alors, Jarlsberg. non, 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 Ok. l'Emmental. Le Carlsberg, c'est un nom générique également pour dire du fromage de montagne. Mais en fait, l'Emmental, on en produit pas mal en Finlande, sous la marque Valio, et on le trouvait déjà à l'époque. Alors, il Ah oui. était moulu au moment, on ne trouvait pas évidemment dans les épiceries de village, comme maintenant, des petits sachets d'Emmental ou de fromage à Oui. gratiner par 150 ou 200 grammes ou 1 kilo. Non, c'était vraiment moulu sur place. Il y avait une machine à l'arrière dans le comptoir. D'un côté, c'était pour moudre le fromage et de l'autre côté, c'était pour moudre le café. Donc voilà un petit peu la situation dans les années 60. Bien sûr, je ne parle pas ici de ce qu'on pouvait trouver chez un crémier professionnel. Alors quelquefois,
on trouvait également du fromage de Bruxelles. Alors, le fromage de Bruxelles, je vais en reparler après. Le C'est un Plattekies. fromage, c'est le Plattekies, Oui, c'est un je connais fromage ça. extrêmement goûteux, extrêmement parfumé et extrêmement salé. Je donnerai les détails par la suite. Alors, on Oui, ne ça trouvait pas m'intéresse toujours du beaucoup. fromage de Bruxelles. Pourquoi? Parce que c'est un fromage qui sent à des mètres loin. Donc, comme je dirais, le nez est parfois un peu sensible, c'est un fromage qu'on doit garder dans certaines, je dirais, sous certaines conditions si on ne veut pas qu'il embaume dans tout le magasin. Et comme c'était des comptoirs ouverts, eh bien, le fromage, évidemment, risquait, je dirais, d'incommoder certaines personnes. Donc, on le trouvait, mais ce n'était pas automatique. Il C'était n'avait pas rien à automatique. envier au maroilles. Ah non, 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 non. Et alors, il Voilà, y je n'osais pas avait, poser la question par rapport au maroilles. il ne ressemble pas du tout au maroilles, hein, ça n'a rien à Ouais, Ouais. voir. Ce n'est pas de la même enfin, c'est de la même famille, mais pas du tout du même aspect. Et d'accord. puis après, il y avait le fromage de Herve, il y a toujours le fromage de Herve, Ouais. qui pour les mêmes raisons n'était pas toujours disponible parce que le fromage de Herve, il se sent aussi à des mètres loin. C'est le Donc, champion, en tout cas. c'est le champion, c'est le champion. Ah, c'est Mais pire que le fromage de Bruxelles, alors. ah, ils se valent tous les deux. Mais alors, je vous lirai des petits textes tout à l'heure et vous verrez ce qu'en pensaient ou ce qu'en pensent certains qui jadis côtoyaient ou ont eu l'occasion de côtoyer le fromage de Herve in situ, c'est-à-dire dans la ville de Herve. Donc, voilà un petit peu les fromages qu'on pouvait trouver. Alors, depuis, il y a eu du chemin qui a été fait, hein. Dans les années 70, on a commencé à se mettre au yaourt. Alors, je me rappelle du premier yaourt que j'ai mangé. en Euh, Belgique, on dit les années 70. Oui, mais je parle du premier yaourt que j'ai. Je dis ça pour que nos amis français n'aient pas à traduire parce qu'ils risquent Ok. d'être perdus si je Oui, parle en belge. oui. Donc, Je le crains. les yaourts n'étaient pas connus, si ce n'était le long de la frontière française. Alors, il y a toujours eu cet effet de percolation à la frontière franco-belge, qui est quand même la plus longue de Belgique et qui est surtout la seconde plus longue de France après l'Espagne. Hein, elle fait plus de 600 km, on imagine, hein, je crois que c'est 630 km de frontières. Il y a toute une série de localités qui sont situées de part et d'autre de celle-ci, et toute une série de produits, je dirais, percolés au travers de la frontière pour des raisons économiques. Alors, les raisons économiques, c'était que la France vendait certains de ces produits à un prix nettement plus intéressant qu'en Belgique, même lorsqu'on avait changé l'argent, hein. À l'époque, Pour une il n'y avait pas fois. les euros, mais Ouais. je dirais que le Grand Marnier, le cognac, le Cointreau, c'était parmi les marchandises qui percolaient le plus au travers de la frontière. À l'époque, les douaniers surveillaient, mais il y avait toute une série de petits chemins, genre chemin de campagne, qui reliaient les villages, hein, et Ouais. les gens qui voulaient acheter les choses en France allaient les chercher en France, dans des petits marchés, Gougny, Feigny, etc., Maubeuge. Hein, bon, ils repassaient la frontière avec les produits, et c'est comme ça que certains fromages sont arrivés en Belgique. Alors, je ne parle pas encore ici de gens qui allaient en vacances massivement, ce n'était pas encore vraiment le cas. Mais j'avais la chance d'avoir ma marraine, qui était la sœur de maman, qui habitait dans un petit village à proximité de la frontière. Donc, je goûtais quand j'allais chez elle des choses que je n'étais pas habitué de manger. Et puis, mon cousin mangeait déjà du yaourt. Et j'ai dit, tiens, c'est quoi? Ah ben c'est du yogourt, tu veux goûter? Ben oui, ok. Et je me rappelle de la grimace que j'ai faite parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les variétés de yaourt qu'on a actuellement. Et les yaourts étaient encore acides, hein. On peut Il y avait l'être. du yaourt au lait entier, il y avait Ouais. du yaourt au lait écrémé. Et je me rappelle qu'il y avait du yaourt au chocolat, mais qui était à peine sucré. Et la Ouais. première bouchée de yaourt que j'ai mis en bouche, bon sang de bonsoir, je crois que j'ai mes dents qui ont raclé le dallage, hein, tellement c'était acide. Donc, il fallait mettre du sucre. Et puis, je n'ai pas trouvé ça génial, hein. À l'époque, bon, c'était ce qu'il y avait. Et puis, sont apparus dans les comptoirs en Belgique, par une société belge qui les a commercialisés, des yaourts aux fruits. Alors, ça se présentait de la manière suivante. C'est un petit gobelet en plastique sur pied. Et il y avait dans le fond une espèce de marmelade de confiture. Il y avait 4 variétés. Il y avait abricot, il y avait ananas, il y avait fraise, il y avait framboise. Hein. Et je me rappelle que je demandais quelques pièces de monnaie à maman en disant: ah, j'aimerais bien aller jusqu'au magasin, acheter un yaourt. Ben oui, tiens, voilà quelques francs. Hein. J'allais avec mon vélo jusqu'au magasin et de temps en temps, pas tous les jours, mais je mangeais un petit yaourt comme ça. Et puis, on a fait connaissance avec le camembert. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ignorait ce qu'était le camembert, mais il fallait aller en ville pour acheter vraiment du camembert, hein. On trouvait bien sûr en ville, je dirais, les grands fromages français, hein. Chez un Mm. crémier, on les trouvait évidemment. Et je me rappelle du jour, et là où nous étions, je dirais vraiment, nous étions, je pense, au mois de décembre, dans les années 70, au début, en 70 ou en 71, je crois que c'est en 70 en fait.
pour des raisons, je dirais, familiales, maman s'était rendue chez sa sœur et elle avait reçu un camembert. Et puis elle était revenue avec à la maison. Et alors on a regardé, enfin je me rappelle avoir regardé le camembert. C'était une nouveauté pour moi, hein. Je n'avais jamais mangé de camembert jusqu'à ce moment-là. Voyez? Donc c'était, je dirais, des produits qui commençaient à arriver et puis qu'on a finalement fini par trouver donc un petit peu plus couramment. On parle vraiment d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas Ah oui, on connaître, parle hein. d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors ma seconde, je dirais, grande expérience avec le fromage, c'est qu'un an ou deux plus tard, avec mes parents et un monsieur qui les invitait, nous sommes allés manger dans un restaurant à Auberive. Alors Auberive, c'est une petite localité qui se trouve dans la botte de Givet, hein, qui est bordée par la frontière belge d'un côté, par le village de Douache, donc qui est vraiment à côté de Chaux, dans ces environs-là. Et dans le restaurant en question, bah, qui était tenu par un monsieur en cuisine et une dame qui était en salle, j'ai très bien mangé, je devais avoir 10-11 ans, j'étais tout content parce que mon désir de faire de l'hôtellerie avait été titillé un petit peu par l'expérience. À un moment donné, elle a demandé à la personne qui nous invitait si elle souhaitait un plateau de fromage. Alors à l'époque, le plateau de fromage était déjà une institution en France. Elle l'a d'ailleurs été, elle l'était depuis quasiment tout le temps, hein. Ouais. Chez nous, le plateau de fromage, même au restaurant, ça n'existait quasiment pas, sauf dans les très très grands restaurants. Et je me rappelle, le plateau de fromage est arrivé en fait sur la planche de découpe. Il y avait à peu près 7, 8, 10 fromages, quelque chose comme ça. Et le monsieur a commencé à dire à la dame, ben voilà, vous me mettez un morceau, etc. Je pense me souvenir qu'il y avait du Livaro, qu'il devait y avoir du camembert ou du brie, il devait y avoir du fromage de chèvre. Et ce qui m'avait stupéfait à ce moment-là, c'était que c'était tous des noms que je ne connaissais pas. Je connaissais bien sûr le camembert, mais les autres, si on disait vous me mettrez un peu de Sainte-Maure, vous me mettrez un petit peu de, que sais-je moi, de bleu du Cantal ou de Roquefort, c'était tout nouveau pour moi. Et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aimerais bien dans le futur connaître tous ces noms de fromages, hein. Et évidemment, c'est arrivé par la suite quand C'était ton... j'effectuais mes études. Mais tout ça, c'était des choses qui me titillaient. Et là, j'étais très curieux parce que je me disais, bon, j'ai aussi pris du fromage ce jour-là, hein. Et je me disais, mais finalement, il existe autre chose que du gouda, il existe autre chose que du fromage blanc que maman fabriquait. Donc ça, c'était ma manière un petit peu de découvrir les fromages. Et puis finalement, les vacances je dirais, sont devenues courantes pour pas mal populaire. de Belges, hein, sont devenues très populaires. Alors les gens, bien sûr, sont allés en Espagne, mais ils ont quand même toujours été extrêmement attirés par la France. Alors on sait très bien que les articles qui se vendent dans les magasins sont le reflet de ce que les gens demandent. Oui. Le Belge ayant été en vacances en France, il a fait connaissance de manière beaucoup plus massive de ce qu'on appellerait le plateau de fromage français et revenu en Belgique, dans les magasins, il a dit, ben moi, je voudrais bien avoir du brie, je voudrais bien avoir du gruyère ou du comté plutôt, je voudrais bien avoir ceci, avoir cela, hein, du Sainte-Maure, du Saint-Nectaire, enfin tous les fromages français habituels. Et à ce moment-là, ben, les commerçants, ils se sont adaptés. Alors, on a vu à ce moment-là, au début des années 70, je dirais l'émergence des moyennes et des grandes surfaces, hein. Oui. Et alors forcément, les grandes surfaces, contrairement aux petits magasins de village qui avaient quand même des problèmes pour écouler des produits s'ils étaient en variété trop grande, les grandes surfaces n'avaient pas ce problème-là. Donc dès l'apparition des grandes surfaces, et surtout à leur multiplication, je dirais, comme elles l'ont fait, eh bien, les fromages français sont apparus, je dirais, quasiment du jour au lendemain. Dès le moment où les grandes surfaces se créaient, ben, il y avait un rayon fromagerie et on a commencé à avoir 30, 40, 50 fromages. Et puis, il y a eu le rayon des fromages qui étaient déjà, je dirais, découpés et mis sous cello et qu'on a trouvé, bien sûr, facilement. Donc, maintenant, vous allez comment dirais-je, dans une grande surface, ben, vous ne trouvez pas 20 ou 30 espèces de fromage, ben, vous en trouvez 150, hein, Mais c'est devenu très courant. il y avait aussi une incidence culturelle de l'arrivée de la télévision, parce qu'il faut Et il y savoir avait que ça aussi, dans voilà. les années 70, la télévision a commencé à se populariser. Et en Belgique, on avait une chaîne nationale en français. Et donc, du coup, c'était très facile pour les francophones comment dire, de capter les chaînes françaises qui étaient Oui, plus variées, qui ont commencé à propager donc, la culture française en Belgique. Et je sais que la Suisse a eu le même problème. Enfin, même problème, je veux dire, le même avantage. Ça veut dire qu'on avait l'avantage, voilà. accès à plusieurs cultures comme ça. Mais Et donc, on a été donc exposé très tôt aux publicités oui, oui, tout à fait. françaises et Au aux publicités pour les réclame, au fromages, hein, On réclame. réclame. aux Mais réclames, ce voilà. qu'il y avait surtout en Belgique et qu'il n'y avait pas en France, c'est que nous nous sommes retrouvés très rapidement avec au moins une vingtaine de chaînes différentes parce qu'on a eu ce qu'on appelait la télédistribution.
Oui. Ouais. Et ça, c'est un phénomène qui a succédé à l'antenne. Bon, à l'époque, on avait les grandes antennes râteaux qu'on mettait au-dessus de son toit ou dans son grenier. On avait une chaîne française qui était la première et on captait l'île, comme on dit. Donc, on avait droit à la piste aux étoiles et autres émissions de ce genre-là. On voyait ça en noir et blanc avec de la neige plein l'écran, mais on voyait quand même la télévision française avec une seule chaîne. Et puis, on a installé au début des années 70 en Belgique la télédistribution dans quasiment toutes les villes, d'abord dans les villes puis à la campagne, parce que certaines villes comme Namur, pour prendre cet exemple-là, ou bien Dinan, qui était dans une vallée encaissée, avaient du mal à capter avec les antennes. Et alors, les localités, souvent, ça se faisait par les municipalités. On a tiré des câbles, il fallait bien sûr payer une redevance, c'était normal, mais on pouvait capter comme ça, je dirais quasiment toutes les chaînes françaises. Et puis après ça, bon, on a capté les chaînes italiennes, les chaînes hollandaises, les chaînes allemandes, les chaînes espagnoles, je dirais quasiment tout ce qu'il y avait sur le marché. Et ça, c'est un phénomène que les Français nous enviaient parce que, bon, eux restaient limités avec leur première, deuxième et troisième chaîne, et nous en avions à l'époque déjà une vingtaine. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est de l'approche au niveau des fromages. Alors, vous allez me dire maintenant, mais comment se fait-il qu'on ait autant de fromages quasiment en Belgique qu'en France? Excusez-moi. Mais tout simplement parce que quand on voit que quelque chose a du succès, que quelque chose marche, eh bien, on copie. Donc, il s'est développé toute une série de laiteries, de petites laiteries, et ça a donné également l'idée à toute une série de fermiers, tout simplement, de produire des fromages qui s'apparentaient au fromage français. Alors, on n'a pas appelé, je dirais, on a cessé de copier le nom, mais on a personnalisé le nom, mais tout en imitant, mais il n'y a quand même pas 50 manières de faire, tout en imitant certains fromages français. Hein. Donc, bien entendu, ce qui s'appelle par exemple le Emmental, qui est un fromage suisse à l'origine, ben, il a été imité par un fromage qu'on appelle le Nazareth chez nous, tout simplement, hein, et qui est produit en Flandre. On a commencé à faire un fromage qui s'apparente au brie, qui a une forme différente, et qui s'appelle le Maredret, j'en reparlerai. Mais souvent, On on a donne le nom de la localité. de Hein. la localité où se trouvait la La fromagerie, fromagerie. oui. Mais par contre, on va reparler du Maredret un peu plus loin. Le Maredret réalisé dans la vallée de la Molinier, à proximité de l'abbaye de Maredsous, dans les caves desquelles le fromage est mis à affiner, mais le lait provient du pays de Herve. Bon, voilà. Donc, il y a comme ça toute une série de particularismes. Ce n'est pas toujours le lait de la région, sauf à Herve par exemple, qui est utilisé pour réaliser le fromage en question. Hein, mais ça, nous en Parce que reparlerons. le herbe est une AOC. Le Herve est une appellation géographique protégée, c'est pas exactement une Une AOC, IGP. une IGP, elle l'est au niveau, c'est le seul fromage belge qui soit reconnu au niveau européen, mais je vais en reparler bien plus longuement après. Alors je pense que ce qu'on peut faire pour éclairer tous nos auditeurs, c'est quand même leur parler du produit d'origine qui est le lait. Oui. Alors le lait, bon, c'est un produit qui est tellement courant qu'on oublie quelquefois, qui provient du pied d'une vache. Hein. Beaucoup d'enfants voient la boîte de lait et pour eux, c'est l'origine du lait, c'est le magasin, c'est la boîte, c'est le Tetra Pak, alors qu'en réalité, derrière, il y a une bête qui produit ce liquide. Alors, à l'origine, le lait, c'est quand même un produit qui sert, je dirais, de nourriture à tous les mammifères. Je crois qu'il n'y a pas un seul mammifère qui ne produise pas de lait, du moins la femelle. Ce qui sert à élever le nouveau-né à une période ou pendant la période où il est dépendant totalement de sa mère. Un petit veau n'est pas capable de brouter, je dirais, dès le moment où il vient de naître. La maman doit continuer, je dirais, à l'élever pendant parfois plusieurs mois, parfois pendant plusieurs années, et il est totalement dépendant de sa mère. Alors le lait, naturellement, contient donc toute une série de choses qui peuvent, par le fait que c'est un aliment complet pour son espèce, nourrir l'enfant, nourrir le nouveau-né pendant de longues semaines, jusqu'à ce qu'il soit capable de manger autre chose. Hein. Pourquoi? Parce que finalement, le mammifère donne naissance à son rejeton alors qu'il n'est pas encore tout à fait formé. Dans d'autres espèces, on va prendre le cas des reptiles, dès que, par exemple, l'œuf de tortue éclot et que la petite tortue sort de l'œuf, elle est capable de gagner la mer et de se nourrir, je dirais, toute seule. Sa mère, sa propre mère, n'est pas là pour l'aider. Tous les mammifères ont besoin d'assistance. Alors, qu'est-ce que le lait contient? Le lait de vache, en tout cas. Alors, dans un litre de lait, on va trouver déjà des lipides. Des lipides, ce sont donc
des matières grasses sous forme de graisse butyrique. C'est la graisse qui va servir ultérieurement, si on le souhaite, à faire du beurre. Alors on en trouve 36 grammes et c'est une source de calories importante puisque chaque gramme de graisse pure amène 9 kilocalories. Hein. Donc c'est extrêmement important. Alors on retrouve des protéines. Alors des protéines, on en trouve 34 grammes par litre de lait. Alors on ne s'en rend pas toujours compte, mais la quantité de protéines qui se trouve dans un litre de lait correspond approximativement à la protéine qu'on trouve dans 4 œufs, mais également dans 200 grammes de viande ou de poisson, à considérer que ce sont des viandes grasses ou bien des poissons gras. Pourquoi? Parce que dans certaines viandes maigres ou dans certains poissons très maigres, je vais citer par exemple la viande de dinde ou bien le blanc de volaille, le blanc de poulet, là il y a un peu plus de protéines. Ici le calcul a été fait pour une viande qui contient, si on dit 200 grammes de viande, il y a 34 grammes de protéines, c'est comme s'il y avait 17 grammes de protéines pour 100 grammes de viande, mais quelquefois on a des viandes où le taux de protéines augmente jusqu'à 20 grammes à peu près. Donc, c'est pour une viande qui ne serait pas trop maigre, bien entendu. Alors, cette protéine, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle contient tous les acides aminés indispensables. Alors, les acides aminés, qu'est-ce que c'est? Ce sont les petites briques qui constituent les protéines et ce sont les petites briques qui, lorsque nous les assimilons, nous permettent de faire nos muscles et de faire tous nos tissus et toutes nos hormones. Donc, par exemple, la peau, est aussi constitué de protéines, les muscles évidemment, les nerfs, les tendons. Il y a toute une série d'hormones qui sont également à base de protéines et on trouve toutes ces protéines indispensables à la fois dans le blanc d'œuf mais également dans le lait de vache qui contient en principe quasiment tous les acides aminés nécessaires. Alors, il y a également des glucides. Alors, des glucides, qu'est-ce que c'est? C'est du sucre à raison de 48 grammes par litre. Et le lactose, qui est le sucre du lait, est en fait un sucre qui est double. Ce sont donc deux molécules qui sont accolées. Et alors, une des molécules, c'est le glucose, et l'autre molécule, c'est le galactose. Alors, ce sucre-là, évidemment, il a une influence sur l'absorption et la rétention du calcium. Ça tombe bien parce qu'évidemment, du calcium, du phosphore et du magnésium, et ce sont des choses qu'on retrouve dans le lait à raison de 8 grammes, 8 grammes donc, de ces matières minérales par litre. Hein. Alors, pour faire une petite comparaison, évidemment, comparaison n'est pas raison, mais on va trouver, je dirais, autant de matières minérales dans un litre de lait que dans 4 kilos d'orange, ce qui est évidemment assez important. Et alors, le calcium, qui est l'élément minéral le plus important, eh bien, dans un litre de lait, il y en a 1,2 g, donc 1200 mg, et également du phosphore, à raison de 930 mg. Et il se fait que pour absorber et pour assimiler le calcium, on a besoin de la présence de phosphore. Donc ça tombe bien, il y en a aussi. Et qui plus est, la nature est bien faite, mais le but du lait, c'est au départ de favoriser la croissance de l'enfant qui est né, donc le veau dans le cas de la vache. Eh bien, c'est qu'il se trouve dans une proportion, je dirais, adéquate de l'un par rapport à l'autre. Si on n'a pas suffisamment de phosphore ou si on ne consomme pas du phosphore quand on prend du calcium, eh bien, le calcium n'est pas assimilé. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant de s'en rendre compte, mais la nature est bien faite et elle l'a fait exprès. Et alors, dernière chose qu'on va trouver, bien sûr, dans le lait, c'est de l'eau, à raison de 875 grammes d'eau pour un litre de lait. Mais il y a encore toute une série de toutes petites choses qu'on trouve, ce sont des vitamines. Et alors, les vitamines qu'on va retrouver dans le lait, c'est la vitamine B2, par exemple, qui est extrêmement intéressante pour notre organisme. Et c'est donc la raison pour laquelle consommer du lait ou ses dérivés, à savoir du fromage, éventuellement du beurre, est extrêmement intéressant pour la santé. Et nos ancêtres ne s'y sont pas trompés puisque depuis des siècles, ils ont consommé non seulement du lait, mais également des produits qui en sont issus, à savoir les fromages. Et c'est pour ça que les régimes, je dirais, de type vegan, qui excluent toute alimentation de l'alimentation, pardon, tous les produits d'origine animale, eh bien, c'est pourquoi il est relativement difficile, malgré ce qu'on en dit, d'avoir un régime, je dirais, facile à conduire. Hein. Oui. Parce que trouver du calcium assimilable, je dirais, dans des pommes ou dans des poires, ce n'est pas aussi facile que dans le lait ou dans le fromage. Ça, c'est évident. Alors, le lait, donc, je disais, voilà tout ce qu'il contient. Quelles sont finalement les sortes de lait qu'on trouve, je dirais, facilement dans le commerce? Alors, il y a le lait cru qu'on va trouver à la ferme. Le lait cru, c'est un lait qui n'est pas ni pasteurisé, ni traité thermiquement, d'aucune manière. C'est vraiment le lait tel qu'il est tiré du pied de la vache. Donc, le lait bourru. Ah, le lait bourru, c'est autre. Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle du lait bourru. Si c'est le lait cru, je ne sais pas. C'est un terme français que je ne connais pas bien. Toujours est-il que le lait cru,
quand on le ramène chez soi, il est absolument impératif, c'est de le faire bouillir. Parce que le lait cru, il peut tourner très rapidement, il peut surir. Pourquoi? Parce qu'il contient naturellement des micro-organismes qui, si on n'y fait pas, on n'y prend pas garde, font tourner le lait. Alors, un lait qui est tourné, ce n'est pas la même chose qu'un lait qui est fermenté. Parce qu'un lait fermenté, il va donner ultérieurement du yaourt ou du fromage. Tandis qu'un lait qui est tourné, qui est suri, il est impropre à la consommation, il est devenu très Oui, aigre. suri, Donc, c'est pas un terme belge, ça. je ne pense pas du lait sûr. Je ne sais pas Qui si c'est devient belge. sûr. Oui, sûr, c'est un terme, c'est un belgicisme. Donc, c'est un lait qui est aigri, donc qui est aigri, pour employer un autre terme. C'est un lait qui est aigri, mais qui n'est plus consommable, parce qu'il n'a pas été ensemencé avec des bactéries, je dirais, propres à fabriquer du fromage. Donc, il ne faut pas se tromper. Si on laisse du lait qui n'est pas bouilli, je dirais, traîner sans y prendre garde, eh bien, c'est un lait qui va aigrir et qui va être bon à jeter. Alors, on trouve aussi du lait demi-écrémé. Alors, du lait demi-écrémé, eh c'est un lait qui a été partiellement privé de sa crème, de sorte qu'il va contenir, plutôt que de contenir donc les fameux 30, j'ai dit tout à l'heure, 36 grammes de lipides, eh bien, il ne va plus en contenir que entre 15 et 18 grammes. Donc 15 grammes au minimum et 18 grammes au maximum. Donc ça, c'est le lait demi-écrémé. Alors, quant au lait écrémé, lui, eh bien, il ne peut pas dépasser, donc je disais bien, 3 grammes de matière grasse au litre. Alors, il y a le lait battu. Alors, le lait battu, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle, je crois, aussi en France, le lait ribot, je pense. Hein. Donc, Absolument. c'est le liquide qui va être récupéré à partir de la fabrication du beurre. Donc, quand on fabrique du beurre, on va malaxer, on va battre de la crème fraîche. La crème fraîche représente approximativement, a souvent un taux de matière grasse de 40%, de 40 grammes pour 100 grammes. Eh bien, il va y avoir le restant, à peu près 60%, qui va devoir s'écouler, qui va devoir être éliminé, hein, et qui va donc être réutilisé, soit pour la fabrication de fromage, soit éventuellement pour nourrir des animaux. Et on l'appelle babeur aussi. Et on appelle ça aussi le babeur, exactement. Alors, dans la manière dont on va traiter le lait, et ça parfois on en aura, je dirais, quelques explications quand on parlera du fromage, mais il y a déjà le lait pasteurisé. Alors, le lait pasteurisé, ben lui, qu'est-ce que c'est? C'est un lait qu'on a soumis à une certaine température qui est de 72 à 74 degrés pendant à peu près 15 à 40 secondes. Par contre, il a une conservation limitée parce qu'il n'a été que pasteurisé. Il n'a pas été stérilisé. Alors, la stérilisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, là, on va soumettre le lait pendant 3 à 5 secondes à une température variant de 135 à 140 degrés. Alors, comment est-ce que c'est possible? Eh bien, on va tout simplement faire passer le lait dans un tuyau et ce tuyau est soumis à cette température. Donc, le lait qui passe à vitesse extrêmement rapide va donc prendre la température pendant quelques secondes. Et ensuite, après ce flash, je dirais, de chaleur, on va le soumettre à une autre température un petit peu plus basse, 115 à 120 degrés durant une vingtaine de minutes. Et Il alors ne là, on cuit a... pas pendant ce temps-là? Non, il ne cuit pas. Et là, on a un lait qui est stérilisé. Bon, ça se fait sous vide, hein. Ça se fait en absence d'air, hein, donc il n'y a pas d'évaporation. Donc, le lait est donc stérilisé. Et là, à ce moment-là, on peut le garder sans aucun problème pendant des semaines, bien sûr, à condition de ne pas ouvrir la bouteille. Et ça, c'est quand même pratique parce qu'on peut imaginer quand même qu'il fut une époque où nos ancêtres avaient dû fabriquer du fromage, ils ne pouvaient pas conserver du lait sur le très long terme. Hein. Donc, avant que des laiteries, je dirais, industrielles n'existent, il n'y avait qu'une solution, c'était donc de transformer le lait en fromage, ce qui permettait de mettre des protéines et de la matière grasse en réserve pour les périodes d'hiver où on ne jouissait plus, je dirais, d'une abondance de produits. Le fromage a été, je dirais, un des premiers moyens de conservation du lait, mais il nécessitait une préparation relativement longue. Maintenant, depuis qu'on a le lait stérilisé, qu'on peut garder pendant des mois, il n'y a pas de problème. Alors, il y a également le lait bactofugé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va faire subir au lait une épuration bactérienne et ça se fait par centrifugation. Hein. Donc, le lait va passer dans une machine particulière qui, avec la force centrifuge, va éliminer les bactéries. Et puis, alors, il y a également un autre lait qui est le lait UHT. Hein, qui veut dire ultra haute température en français. Alors là, c'est un lait qu'on va soumettre à une température située entre 135 et 150 degrés, mais sous forme d'un flash thermique extrêmement court, qui varie d'une demi-seconde à 2 secondes. Hein. Et c'est aussi un traitement qui permet d'aseptiser le lait. Alors, si on les reprend dans l'ordre d'importance, disons, le moins chauffé et celui qui se garde le moins, c'est le lait pasteurisé. Ensuite, on a le lait stérilisé.
Et ensuite, enfin, on a le lait à ultra haute température qui, lui, est celui qui se conserve le mieux. Alors, vous m'avez posé une question, Marc, il y a pas très longtemps, mais je ne sais pas si c'était en direct ou pas. C'était comment se fait-il que le lait de ferme présente une croûte, une peau lorsqu'on le fait, Oui, c'était lors d'un des lives bouillir. qu'on a fait. Voilà. Alors, évidemment, j'ai bien entendu la réponse, et qui est celle-ci. Les globules de matière grasse qui se trouvent dans le lait, elles ont un diamètre de 1 à 5 microns, c'est-à-dire 1 micron, c'est 1 millième de millimètre, c'est extrêmement petit. Hein. Néanmoins, comme la matière grasse est plus légère que l'eau, on le sait bien, quand on veut mélanger de l'huile et de l'eau, eh bien, on a tout de suite la partie huileuse qui remonte au-dessus. Ces matières grasses, elles ont tendance à s'élever naturellement dans le liquide. Et c'est ça ce qui fait qu'elles vont former une peau par la suite parce qu'elles vont se retrouver, je dirais, dans la partie supérieure du lait, même quand on la fait bouillir. Alors, l'homogénéisation, elle consiste à faire ceci. Elle consiste à diminuer le taux, enfin, pas le taux, la taille des globules de matière grasse. Hein. Et alors, le fait qu'elles soient devenues beaucoup plus petites, elles ont un moins grand pouvoir ascensionnel. Donc, on imagine qu'elles n'ont plus la force de monter au-dessus du lait, étant donné qu'elles sont toutes petites. Elles sont freinées, je dirais, par la viscosité du lait. De sorte qu'étant beaucoup plus petites, elles restent, disons, dispersées dans le milieu, dans tout le lait, plutôt que de remonter en surface. Ça, c'est donc l'homogénéisation. Ça altère pas le goût? Non, ça n'altère absolument pas le goût. Par contre, le goût peut s'altérer. Je m'explique. C'est un lait qui est beaucoup plus sensible à la lumière. Et quand le lait est oxydé, il peut avoir donc un mauvais goût, mais uniquement à la lumière. Et c'est la raison pour laquelle on conserve le lait, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, on conserve dorénavant le lait dans des bouteilles qui sont opaques, dans des bouteilles qui sont généralement blanches. Bon, ça imite le lait évidemment, mais ce n'est pas par coquetterie pour nous faire croire que c'est du lait, c'est parce qu'il faut une bouteille opaque. Anciennement, on avait, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, des bouteilles en verre. Et les crémiers déposaient des grosses bouteilles d'1 litre en verre. Et ce lait-là, il avait été bien entendu stérilisé, mais il prenait un goût légèrement caramélisé comme ça. Il avait une couleur qui n'était plus tout à fait blanche, qui était blanc cassé, parfois même blanc jaunâtre, tirant un peu sur le beige. Et ce lait avait un goût différent. Tandis que lorsqu'on a maintenant des laits actuels, ces laits ont le goût, je dirais, typique du lait frais qu'on vient de traire, mais il faut les conserver, bien entendu, à l'abri de la lumière, mais ils sont eux-mêmes dans des récipients qui les protègent en bonne partie de la lumière. Donc ça, il faut le savoir. Le lait n'a pas un goût qui est altéré, mais s'il était dans une bouteille en verre, son goût s'altérerait. Voilà la raison. Ok. Alors, on trouve également le lait sous forme, donc sous deux autres formes, à savoir, mais je ne vais pas en parler énormément. Il y a le lait concentré, qu'on va trouver d'abord sous forme de lait dans les boîtes de conserve de type lait Carnation, donc c'est un lait qu'on met souvent dans le café. On le trouve également sous forme de lait concentré sucré. Là, je dirais qu'on est un petit peu à la limite entre le lait condensé et le sirop, parce que c'est relativement riche en sucre. On trouve ça souvent dans des tubes style tube de dentifrice. Les Mont Blanc. Oui, et on trouve également du lait en poudre. Hein, lait en poudre qui généralement est un lait qui a été dégraissé, donc c'est un lait écrémé. Pourquoi? Parce que la poudre est beaucoup plus difficile à réaliser avec un lait qui contient encore sa matière grasse. Mais on trouve cependant du lait en poudre avec du lait entier. Hein. Mais le problème, c'est que la poudre aurait tendance un peu à s'oxyder également, parce que la matière grasse risque de s'oxyder. Donc, généralement, la majorité du lait qu'on trouve en poudre, c'est souvent du lait qui a été écrémé. Alors, il y a d'autres produits, bien entendu, mais je ne vais pas bien sûr m'étaler là-dessus. D'autres produits issus du lait. On trouve bien entendu de la crème, on trouve du yaourt, hein, on trouve évidemment le beurre qui est issu lui-même de la crème, mais tout ça, je pense que vous le savez. Alors maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions à poser à ce stade-ci. À propos du beurre, évidemment, le beurre, c'est la crème, mais on voit bien que parfois, le beurre, il n'y a pas vraiment de crème dedans, quoi. Ben ça, ce sont des beurres qui sont réalisés à partir, enfin non à partir de crème au départ, mais qui sont par exemple des mélanges entre du beurre et de la margarine. Maintenant, la loi le permet. Avant, la loi l'interdisait. Hein. Et on ne peut appeler beurre que du beurre qui contient suffisamment de beurre. Le beurre qui est mélangé à la margarine doit s'appeler spécialité beurrière ou spécialité à base de beurre, produit à base de beurre, etc. Et puis on réalise également ce qu'on appelle des beurres allégés. Alors les beurres allégés, bon, ben, ça commence avec des taux de matière grasse situés aux environs de 70%. Et puis ça peut descendre jusqu'à quasiment une vingtaine de pourcents.
Alors, le plus courant, c'est le beurre qui a été allégé de 50%. Et lui présente un taux de matière grasse d'à peu près 42%. Alors, par quoi remplace-t-on, je dirais, la graisse butyrique du beurre? Parce qu'un beurre, normalement, doit contenir, je pense que c'est au moins 84% de matière grasse. Donc, on va remplacer la moitié par un mélange. Alors, c'est un mélange qui est évidemment en base d'eau, hein, bon, sinon, ça n'a pas de sens. Alors, c'est de l'eau à laquelle on va incorporer à la fois, je dirais, des éléments gélatineux, donc de la gélatine, mais également des amidons. Hein. Alors, tout ça va faire que le produit qui va être réalisé de cette manière-là va garder le goût du beurre. Hein. Généralement, le goût n'est quasiment pas altéré, mais aussi va garder la même consistance que le beurre. C'est un produit qui est généralement frigo-tartinable et c'est un produit qu'on peut, je dirais, utiliser en pâtisserie, par exemple pour faire une crème au beurre. Hein. Quel thème Alors, le terme que tu as employé juste c'est maintenant? un beurre qui est frigo-tartinable. Donc, on peut. Frigo-tartinable. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire un beurre frigo-tartinable? Ça veut dire qu'on peut le prendre du réfrigérateur. Normalement, quand on prend du beurre vrai du réfrigérateur, il La forme mode un de bloc beurre, qui est ouais. dur. Hein. Ouais. Et on Oui, a du mal, il faut le laisser tempérer si on veut le tartiner sans abîmer sa tartine. Mais absolument. Donc, il n'est pas mou. petite Tandis que là, précision, parce que ici en France, ils étendent le beurre sur la baguette qui est déjà un peu plus rigide parce qu'il y a de qui est la plus croûte. rigide, on coupe des Alors, tranches, oui. alors qu'en Belgique, on mange des tartines. Ce qu'on appelle une tartine, c'est une grande miche C'est de une pain grande qu'on a tranche de coupée pain, en oui. tranches. Donc, Ah oui, on ouais. répand sur la mie et la mie est beaucoup plus friable. Et donc, si tu reprends quelque chose de solide et On collant, trouve la tartine, hein. on trouve la tartine et donc c'est plus mangeable. On Mm, mm. déchire la tartine même. Hein. Voilà. Oui, c'est Donc, comme il les faut. biscottes, quoi. Oui, mais la biscotte, elle se casse, tandis que la tartine, elle va se déchirer parce que c'est du pain Oui, frais. oui, oui, Donc, oui. effectivement, il faut que le beurre soit mou. Alors, j'ai entendu une émission à la radio hier, et on reparlait dans cette émission, c'est une dame qui s'occupe de présider comment dirais-je moi, l'émission. Je ne dirai pas son nom. Euh, Ta grande amie? c'est une amie, voilà, on va dire ça comme ça. Quelqu'un lui demandait, c'était vraiment le hasard, parce qu'on en avait parlé avec Marc la veille, je pense. Hein. Quelqu'un lui demandait comment faire du beurre chez soi. Hein, et alors, elle préconisait extrêmement fortement l'achat d'une petite baratte, d'une petite baratte ménagère. Elle en a acheté une apparemment, dont elle est très contente. Et Marc m'avait posé la question, on en avait discuté. Moi, je disais, ben non, on peut très bien faire du beurre avec un batteur. Évidemment, elle l'a dit aussi. Elle a dit, ben non, on peut aussi faire du beurre avec un batteur. Hein, et puis, il faut procéder de telle manière. Mais ce n'est pas pour ce que la baratte coûte. Achetez la baratte, vous en serez très content. Alors, elle expliquait que lorsqu'on réalisait le beurre avec la baratte, le beurre était mou. Bon, je ne sais pas pourquoi il était mou. Et quand on le réalise avec un batteur traditionnel ou à la main, le beurre était dur. Hein. Mais je dis, elle ne sait rien, elle n'a rien compris, la malheureuse. Moi, quand j'ai fait mes études en hôtellerie, on nous a déjà expliqué comment on faisait pour rendre du beurre traditionnel frigo-tartinable. Il faut faire ce qu'on appelle du beurre foisonné. Alors, comment fait-on pour faire du beurre foisonné? On prend son batteur à deux fouets, hein, son petit batteur Mm, électrique. mm. On amène le beurre donc à température, je dirais au minimum ambiante, il doit être en pommade. Et puis on le fouette vigoureusement. Alors le beurre va blanchir et va augmenter de volume. Et c'est le fait d'avoir incorporé de l'air dans le beurre qui va le rendre ultérieurement frigo-tartinable. Oui. Donc lorsqu'on a battu le beurre au maximum de ce qu'on pouvait le battre, beurre qui était donc mou, très tempéré, on le remet au frigo. Et puis après, même lorsqu'il reprend, lorsqu'il durcit, hein, il reste frigo-tartinable. Ça, Oui, c'est un ouais. truc qu'on m'a déjà donné à l'époque où j'ai fait mes études. Bon, et ici, nous sommes en 2020 et elle ne sait pas, ou apparemment, elle ne connaît pas le procédé. Je suis un petit peu C'est bien étonné. possible. Je suis un C'est une petit peu journaliste, elle n'a étonné. pas fait d'études Elle n'a pas d'hôtellerie fait comme d'études toi. Hein. d'hôtellerie, mais enfin, bon, elle Ouais. essaye quand même de se faire passer pour quelqu'un qui a beaucoup de compétences. Alors, Oui. nous allons Après, revenir. on va encore être bien apprécié des Oh, journalistes on va encore après être bien ça. Hein. apprécié, mais bon, je n'ai pas peur des journalistes vu qu'ils ils ne nous donnent pas toujours un coup de main non plus. Hein. Alors maintenant, je dis, une bonne approche des fromages, c'est de savoir comment finalement on va faire pour fabriquer du fromage. Oui. Dans les grandes lignes, je ne vais pas évidemment donner tout un cours sur les fromages, mais les grandes étapes, il est quand même intéressant de les connaître. Hein. Alors, voilà comment on va faire. Alors, on peut procéder à partir de n'importe quelle sorte de lait, du lait de vache, mais également du lait de chèvre, du Les lait de brebis. brebis. Je sais que, par exemple, pour le lait de chamel, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut prendre d'autres mesures. Le lait de chamel ne se transforme, paraît-il, pas très facilement en fromage. Donc, il a fallu trouver des procédés techniques
que l'ingénierie agroalimentaire a bien entendu trouvé. On, Mais ce n'était pas évident de fabriquer du fromage à partir de lait de chamel. Ça, c'est quelque chose qu'il faut on- savoir. on pourrait utiliser du lait de jument ou Alors, on d'âne. utilise du lait de Oui, du lait de jument, jument, oui. alors, et même du lait d'ânesse. Hein. Oui. Je connais comme ça des endroits ici en Belgique où on utilise beaucoup le lait de jument et le lait d'ânesse, mais on l'utilise essentiellement pour faire des produits de beauté. Oui, Hein. On c'est fait du vrai. savon au lait d'ânesse, on fait des onguents, on fait des pommades, etc., qui, paraît-il, ont beaucoup de qualité, depuis que la reine Cléopâtre avait un troupeau d'ânesse qui la suivait, je dirais, partout où elle allait, Pour afin qu'elle séduire puisse prendre César. César et Marc-Antoine par la suite. Hein. Et paraît-il que les bains au lait d'ânesse sont extrêmement intéressants. Il y a- Donc, on a remplacé les bains par des savonnettes au lait d'ânesse. J'en ai déjà acheté, je n'ai pas vu grand effet en tout cas. Alors, une question que j'ai un jour posée qu'on a trouvée choquante. Est-ce que j'oserais te la poser? C'est est-ce qu'on peut faire du Oui, fromage avec du lait humain? tu m'en as déjà parlé. Ben, écoute, il faudrait trouver, Il je paraît que c'est dirais, pas éthique. je n'en sais- Ah, éthique bon, sans doute pas. Disons que la difficulté consiste à trouver un troupeau d'abord. Hein. ouais. Euh, alors, à part, je dirais peut-être ceux qui à une époque disposaient d'un harem, je dirais que ça doit sans doute Ouais. être possible Alors, techniquement, mais bon, maintenant de là à dire que On n'a pas essayé. on a, non, non, enfin, voilà. on a sans doute essayé. Ça, je suis persuadé. Je suis persuadé qu'on a sans doute essayé de le faire. Hein. Maintenant, de là à ce que ça a été une consommation courante, là, je n'en suis Non, absolument pas sûr. parce Mais que on a sans j'ai doute entendu dire essayé. par ailleurs que les personnes qui avaient un excédent de lait, généralement, ils donnaient ce lait pour parce Oui, qu'on ne Oui, manque oui, pas tout à fait. d'enfants qui, pour Oui, qui oui, d'autres oui, oui. enfants, oui. Autour d'autres enfants, parce qu'il y a des enfants mamans qui orphelins abandonnés, malheureusement, etc. oui, Ouais. oui, Ouais, oui. ouais, ouais. Mais, ou tout simplement, il y a des enfants dont la maman ne sait pas donner de lait, ou n'en a pas beaucoup, ou pas Voilà. suffisamment, Oui. ou dont la lactation s'arrête, je dirais, très rapidement avant que l'enfant ne soit suffisamment grand. Et alors, il y a aussi eu la mode des nourrices. Hein. Oui. C'était une mode qui était plutôt française, mais ça existait partout. Hein. Nous dirons que les femmes de la bonne société ne concevaient pas comme chose éthique de nourrir leur enfant. Elles considéraient que c'était je dirais une manière qui ne correspondait qu'aux paysannes. Et alors, il y a une région française. J'imagine que c'était une question de mode. Les dames bourgeoises ne concevaient pas d'avoir des poitrines volumineuses. Ouais. Je ne sais C'était. pas si c'est le seul argument. Je dirais que c'était s'abaisser socialement, parce que nourrir son enfant, ça Ah, nécessite de le faire plusieurs fois par jour. oui. Ça nécessite également d'être dérangé pendant la nuit, parce que lorsque l'enfant pleure et qu'il est 3 heures du matin et qu'il faut le nourrir, il faut se lever. Ça, Donc, tu c'était ne pouvais plus reprendre ta vie sociale quand tu allaitais. voilà, c'était une vie Oui. sociale qui était difficile parce qu'il fallait toujours être accompagné de son gosse. Alors, quand on va à l'opéra, c'est un peu moins rigolo d'avoir son gosse C'est qui se met à vrai, c'est pleurer. vrai, Ouais. c'est vrai. Hein. Lorsqu'il entend les premières mesures de Carmen, évidemment, il se met à brailler dans tout l'opéra. C'est quand même moins agréable. Donc, comme tu dis, c'était une contrainte sociale pour les dames de la haute société. Et puis, c'était considéré comme, à la limite, je vais le dire aussi crûment, comme une manœuvre un peu animale. Seuls les animaux allaient être leurs Oui, enfants. Une dame de ouais. bonne société n'allait quand même pas, je dirais, défaire son corsage et commencer à prendre l'enfant Et et le donner faire. la Hein, c'était gougoute à à son son chat. chat, Voilà. voilà. Et alors, il y avait une région française qui était particulièrement productrice de nourrices, c'était le Morvan. Ah Oui, bon? Oui, d'un point de vue historique, ouais. énormément de, comment dirais-je, Morvandiose. de Morvandiose ou de Morvandelle, je ne sais pas comment on peut dire. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le Morvan est une région, je dirais, de moyenne montagne hein, qui se trouve dans l'est de la France en allant, disons, si on trace une ligne Plutôt entre dans le Paris et la centre. Bourgogne, eh bien, Oui, c'est là un petit peu sur le chemin en allant vers le sud-est. oui. Et alors, énormément de jeunes filles ou de jeunes femmes plutôt, hein, donc du Morvan, allaient sur Paris. Alors, bien entendu, la lactation n'avait qu'un temps, hein, puisque ça ne dure pas éternellement. Alors, périodiquement, elles rentraient donc dans leur famille, où leur mari les attendait, Mais la et lactation elles, ne peut être possible qu'après leur premier enfant. Il après faut un qu'elle tombe. enfant, bien C'est comme entendu. avec les vaches, il faut qu'elle tombe enceinte d'abord. Ah, oui, évidemment, mais seulement ce Voilà. qui se passait, c'est que la lactation ne dure pas éternellement. Hein. Ok. Elle peut durer de nombreux mois, voire jusqu'à 18 mois pour un enfant. Elle Mais peut durer plusieurs années. même plusieurs, oui, mais bon, malgré tout, elle J'ai entendu diminue. parler de gens Oui, qui allaitaient encore leur enfant qui avait 5 ans, oui, ça peut arriver, mais je dirais que voire plus. ce n'est pas le cas de toutes les nourrices. Donc, périodiquement, elles devaient rentrer au village, elles retrouvaient leur mari, hein, euh, et elles étaient de nouveau enceintes.
de manière à pouvoir, elles en faisaient une profession, bien sûr ça ne durait pas jusqu'à leur pension, mais elles devaient être enceintes, je dirais régulièrement, de manière à ce qu'elles puissent exercer leur métier tout simplement, et puis elles retournaient sur Paris. Alors il y avait, je dirais, j'oserais presque dire des mères maquerelles, mais c'était pas ça, des entremetteuses, voilà. Oui, oui. Il y avait comme ça, je dirais, toute une série de dames qui leur C'était des soumettaient, personnes qui louaient leur corps, en oui, fait. oui, tout à fait, mais qui leur soumettaient le fait d'être engagées. Donc, dans les familles de la haute société, on contactait d'abord, je dirais, la responsable, qui avait les filles sous ça, les femmes sous ça, C'était presque la sous sa coupe, DRH. On appelle ça hein, une agence de une recrutement, agence oui. de recrutement. Une agence d'intérim. Et alors, on vérifiait, elle était, disons, garante à la fois de leur bonne santé, de leur bon état physique, même de leur qualité morale, parce qu'il n'était pas question d'avoir une jeune dame qui n'aurait pas eu une moralité, je dirais, éprouvée. Et donc, c'était ces dames un peu plus âgées, qui avaient sans doute été, elles, précédemment, nourrices à leur jeune époque, et elles étaient donc recrutées. Bon, ça s'est terminé, moi je pense que ça s'est terminé dans les années 50. Hein. Après, il était dans les années 60, il a été de bon ton qu'une maman allait de ses enfants, mais Et c'est surtout, surtout le on a lait inventé maternisé le est lait arrivé, c'est maternisé, voilà ça. ce que je voulais dire. Oui. On a surtout créé le lait maternisé. Bon, il a été créé bien avant les années 50. C'est Nestlé qui a créé le lait maternisé et qui justement a été créé dans le but de remplacer les nourrices. Hein. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le lait maternisé, c'est au départ un lait de vache dont on a modifié les paramètres, à la fois en protéines, en matières grasses et autres, et en sucre, et on l'a fait se rapprocher, je dirais, dans sa composition, dans ses proportions surtout, du lait humain. Hein. Alors, c'est un lait qu'on trouve en poudre et qu'il faut réhydrater. Alors, Nestlé a malheureusement été accusé d'avoir, je dirais, semé la mort en Afrique, hein, parce que ce lait-là, donc, disait-on, tuait les enfants. Alors, effectivement, dans un premier temps, il y a eu énormément d'enfants qui ont succombé, mais pour une raison toute simple, c'est que le lait était réhydraté avec de l'eau qui n'était pas potable. Il faut savoir que le lait maternel est un produit qui est pur et qui est quasiment exempt de tout microbe, de tout virus, sauf peut-être celui du sida. Je pense que le sida passe par le lait maternel. C'est donc la raison pour laquelle les mamans qui sont séropositives, quand elles accouchent, ne peuvent pas donner leur lait. Hein. Mais indépendamment de ça, le lait maternel est un des produits les plus purs, les plus sains. La preuve, c'est que les enfants, je dirais, naturellement le buvaient. Et le problème du lait en poudre qui a été, je dirais, amené en Afrique pour aider au départ, je dirais, les femmes à s'en sortir ou à mieux nourrir leurs enfants, eh bien, ce lait était la source de nombreux décès, de nombreuses contaminations, parce que l'eau était impure et était impropre. Il fallait mettre de l'eau bouillie et de l'eau filtrée Ça et nous, pas de l'eau froide, ça nous évidemment. écarte un peu de notre sujet principal. Oui, tout à fait. Mais je Bon, dirais que sur, la personne qui a dévié et qui a demandé si on savait faire du beurre avec du lait de femme, ah c'était non, toi, c'était pas non, mais moi. Hein. je me suis posé la question Oui, parce que quand on a eu notre premier enfant, il prenait pas le sein tout de suite. Et montre, comment dire, je déborde comme d'admiration pour ma femme qui a essayé pendant 17 jours. Et chaque fois qu'on dit ça, les oui, gens oui, sont oui, plus oui, grands oui. aux yeux. Pendant 17 jours, elle a tiré son lait pour le donner en biberon. Ça, il prenait. Et donc, quand je voyais ce lait tiré qu'on conserve, on peut pas le conserver très longtemps. On Et le mettre au frigo. très vite, tu as la crème qui monte. Je me dis, mais c'est comme du lait de vache, en fait. Enfin, il y a du gras, Ben oui, ben et on bien pourrait en faire du entendu. fromage Il ou y a du plein de beurre. bonnes Donc, choses. c'est une Oui. question Bon, que je me dis, tu sais, Marc, je suis étonné que dans votre grande curiosité, vous n'ayez pas tenté quoi que ce soit avec ce lait-là. Voilà, vous posez la question, mais vous avez la réponse, il ne dépendait que de mais vous. je ne sais pas, non, je n'ai pas osé parce que, bon, ça reste quand Voilà, même, faut pas retirer le lait de la bouche des enfants. voilà, exactement. Alors, Alors, revenons quand même à nos fromages, hein, parce qu'il nous oui, écarte absolument. avec le lait de sa femme, il nous fait perdre l'esprit, en fait. Hein. La fabrication. La fabrication. Alors, bien sûr, on peut réaliser du fromage à partir donc de tous les laits. Je viens de citer les espèces animales les plus courantes, bien entendu. Je suppose que l'homme a peut-être essayé un jour, au début de la domestication, de traire une louve, mais ça, à mon avis, il a dû laisser des doigts. Donc, Oui. des mammifères placides, hein, de préférence. Alors, on a commencé apparemment par la chèvre et par le mouton, qui ont été des espèces qui ont été domestiquées en premier lieu dans les mammifères. Pourquoi? À part le chien, évidemment. Hein. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux de petite taille et qu'ils étaient beaucoup plus faciles à contenir. Lorsqu'on a bien sûr domestiqué les premiers aurochs, ça a été un petit peu plus difficile, hein, parce que l'auroch était quand même une bête qui n'était pas tout à fait docile
et qu'avant que ça ne devienne notre vache bien calme, bien gentille, qui se laisse traire gentiment sans plus avoir de veau, eh bien, il y a quand même eu quelques millénaires de domestication. Donc, c'est l'auroch qui a été domestiqué en dernier lieu. Mais on a commencé à faire des fromages donc à base donc de lait de chèvre et de lait donc de mouton, en tout cas leurs ancêtres. Alors, la première étape consiste éventuellement à écrémer le lait, totalement, partiellement ou pas du tout. Et ensuite, on va donc l'ensemencer pour le faire cailler. Alors, il faut d'abord réussir le cailler, ce qui n'est pas une facilité. Et on réussit à faire un cailler généralement en l'emprésurant, c'est-à-dire en lui ajoutant de la présure. Alors, la présure, qu'est-ce que c'est? C'est une enzyme qui est sécrétée par la caillette du veau. Et la caillette, c'est, pour ceux qui l'ignoreraient, le quatrième estomac du ruminant, que ce soit un veau, que ce soit un agneau. Hein. Alors, on met quelques gouttes, il n'en faut pas énormément. Bon, bien sûr, on doit doser. On met quelques gouttes dans le lait et ça provoque la coagulation. Alors, il se fait que lorsque le veau tète sa mère, il digère le lait et il le digère comment? Bien, en le faisant coaguler, tout simplement. Donc, on s'est rendu compte, mais je ne sais pas de quelle manière on s'en est rendu Il fait compte. du fromage naturellement, quoi. Il fait du Oui. fromage naturellement, en fait. C'est sa manière à lui de digérer le lait. Donc, le veau a, donc dans un de ses estomacs, dans la quatrième partie de son estomac, dans une des quatre parties plutôt, il a donc de la présure. Alors, vous allez me demander, mais comment est-ce qu'on fait pour extraire la présure du veau? Je pense que dans un premier temps, ça se faisait à l'abattoir lorsqu'on abattait les veaux. Hein. On récupérait donc la présure qui était naturellement présente dans son estomac. Mais je me demande, et je suis quasiment certain que maintenant, on travaille avec des présures artificielles qui sont produites grâce au génie génétique en demandant à des bactéries de travailler pour nous. En tout cas, à l'origine, c'était la présure naturelle qui était extraite du veau ou bien de l'agneau. C'est Alors, vrai qu'est-ce qu'on ne qui se parle, passe? oui, on Pardon? ne parle pas vraiment, on ne sait pas vraiment, effectivement, la présure, tu fais bien de parler de ça. Il n'y a pas d'indication quand on va acheter de la présure. On dit, mais comment est-ce que ça vient d'où la Mais présure? on achète la présure chez le pharmacien. Hein. Quand Oui. maman faisait son fromage elle-même, eh bien, elle allait chez le pharmacien, elle achetait une petite bouteille de présure, et alors on en met quelques gouttes par litre. Hein. C'est vraiment très simple. Alors, sous l'action de la présure, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez donc le lait qui se met à cailler, hein, on pourrait dire coaguler si on veut. Et alors, la matière sèche se sépare de l'eau qui est présente dans le lait. Hein. Et c'est ce qui fait que nous avons comme ça euh, quand on a fait cailler le lait, nous avons comme ça le lait qui se sépare, qui forme une espèce de bloc d'une matière un petit peu plus dure, qui est donc le caillé. Et alors, il y a le sérum, le lactosérum, qui lui va se trouver sur le côté. Alors qu'on récupère ou qu'on jette, ça dépend. On peut le donner évidemment à consommer aux animaux, mais en Au règle cochon. générale, aux cochons. Hein. Mais Ce qui maintenant, est, disons que généralement dans l'industrie en tout cas, il n'y a plus, quand on fait du fromage dans les industries, il n'y a plus de récupération de ce fameux lactosérum et il n'y a pas de cochon juste à Pourtant, il me côté. semble avoir vu lactosérum régulièrement dans des compositions d'aliments hyper transformés. Alors, on a du lactosérum, par exemple, dans les saucisses de type saucisse de Vienne ou de Francfort. Voilà. Le lactosérum peut entrer dedans, oui. Donc, je ne dis pas qu'on jette tout le lactosérum. C'est vrai que ce serait un peu bête de jeter un produit qui peut être utile à autre chose. Hein. Oui. Mais bon, je veux dire, en tout cas, il n'y a pas d'élevage de porc à proximité des grandes oui, laiteries c'est à fini. qui on donnerait. Ça, c'est Ça se fini. voyait Ça, beaucoup chez nous en Haute-Savoie. Près des laiteries, il y avait toujours un élevage de cochons. c'est-à-dire qu'on donnait à ce moment-là aux cochons les sous-produits de la fabrication, Oui, évidemment. Hein. oui. Mais ça s'est quand même un peu perdu. Ah oui, oui, Parce que bon, on élève, je sais qu'en France, la grande région d'élevage des porcs, c'est la Bretagne. Par oui, contre, ce n'est pas une région qui est reconnue pour ses innombrables oui, bien fromages. sûr, bien Maintenant, je sûr. suppose que l'industrie a peut-être essayé, peut-être qu'elle y arrive, hein, à utiliser ce fameux lactosérum. Maintenant, peut-être qu'on le déshydrate et qu'on donne finalement ce qui peut rester. Mais à mon avis, il y a quand même pas mal d'eau dans le lactosérum, je dirais, Mais par rapport à la matière sèche qui pourrait y rester. est-ce que la vache qui rit n'est pas issue de ça? Non, enfin je dis non. Non. Je ne dis pas, il y a sans doute ou il y a peut-être du lactosérum dans la composition Hmm. des fromages fondus. Mais les fromages fondus, ça, bon, je vais en parler maintenant, sont quand même réalisés au départ avec des fromages qui sont abîmés, des Ah, fromages qui ne sont pas propres à la vente. On va prendre un exemple. euh, dans les fromages à pâte dure de type gruyère, de type comté, de type emmental, quelquefois on a ce qu'on appelle une fermentation sauvage. Alors qu'est-ce que c'est? Lorsque le fromage est bien fait, on a des grosses bulles dans le cas de l'emmental qui sont, je dirais, qui sont réparties partout dans la masse et elles sont régulières.
Et lorsqu'on a un fromage qui est raté, qui a fait une fermentation sauvage, on a des bulles énormes et qui parfois s'accolent un petit peu les unes aux autres. Donc, au lieu de ressembler, je dirais, à quelque chose de lisse avec des gros poids de vide, je dirais bien répartis, on a comme ça l'équivalent d'une vilaine éponge. Et on le voit, ça se voit très vite, hein. On a des bulles qui sont étirées, qui sont très, très ovalisées, qui sont très grandes. Ça, c'est un fromage qui a raté et qui, en principe, ne peut pas être vendu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais d'un point de vue gustatif, Mhm. mais par contre, il n'est plus appréciable d'un point de vue, je dirais, esthétique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a toute une série de fromages qui vont au rebut, et à partir de ces fromages-là, on va réaliser les fromages fondus. Alors, ça existe également avec des fromages qui ne sont pas des fromages à pâte dure, hein. On peut très bien faire, par exemple, des fromages fondus à partir de fromages à pâte demi-dure non cuite, mais on fait également maintenant ce qu'on appelle des crèmes, hein. On fait de la crème de Brie, on fait de la crème de Pont-l'Évêque, de la crème de Livaro. Donc tous les fromages qui éventuellement ne sont pas commercialisables parce que En fait, abîmés, c'est du recyclage. eh bien on les recycle et on en fait donc soit des fromages à pâte fondue qu'on vend dans des petits quartiers emballés dans de l'aluminium, soit des fromages un peu plus liquides que ceux-là, parce que ceux-là, ils nécessitent encore d'être écrasés sur le pain. Ils doivent encore être tartinés. Tandis que vous avez des fromages qu'on vend maintenant en barquettes, hein, Mhm. un peu plus grosses, et ça, ce sont des fromages fondus, mais qui ont une consistance encore plus fluide. Il suffit simplement de les prélever de la boîte et de les étendre sur le pain. Il ne faut plus les écraser. Voilà. Et alors, le fromage, ils ne font pas naturellement. Il faut bien sûr le faire chauffer. Mais si on fait chauffer, prenons un exemple. Vous allez prendre un morceau de fromage, de type Gouda par exemple, ou de type raclette, hein. Vous allez le mettre au micro-ondes pour le faire fondre. Mais lorsqu'il est refroidi, il redevient dur tel qu'il était. Oui, Ah oui, oui. oui. Or, Oui. vous allez prendre de l'emmental, qui est un fromage très dur. Vous allez le faire fondre. Il est évident qu'une fois qu'il est refroidi, il va reprendre sa consistance d'emmental. Or, il s'appelle fromage fondu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ajoute ce qu'on appelle des sels de fonte. Alors, des sels de fonte, ce sont des adjuvants qui vont faire que le fromage va fondre et qu'il va après garder, je dirais, sa texture de fromage fondu. Donc, il va garder une texture molle qui va permettre d'être tartiné sur un morceau de pain. Donc, il y a ce D'accord. qu'on appelle des sels de fonte qui sont des adjuvants. Et Alors, les sels de c'est- fonte, c'est plus ou moins naturel, on va dire ça comme ça. C'est un produit chimique, hein. Bon, voilà, il faut appeler un chat, mais ce n'est pas pour autant toxique. Merci Guy, nous continuons dans l'épisode 24. À tout de suite.